Alors, bonjour, mon nom est Eve Rosamilia, je suis agente de communication au Centec. Donc, le Centec, c'est le Centre d'aide au démarrage d'entreprises technologiques de l'ETS. Mais sachez qu'on est ouvert aux diplômés et aux étudiants de toutes les universités québécoises. Donc, pour que vous puissiez peut-être en apprendre davantage, j'ai mes collègues qui sont dans la salle. Donc, peut-être si ils peuvent lever leurs mains ou se lever pour que vous puissiez les reconnaître. Donc, il y a Ted, il y a Hélène, et puis Gilles caché à quelque part, Gilles derrière, Natacha. Je fais exprès de les nommer parce que je veux que vous puissiez les reconnaître tout à l'heure si vous avez des questions, si vous voulez savoir un petit peu les modalités, les critères d'admission. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, je tenais à remercier notre commanditaire OR, qui est Desjardins, qui est représenté ce soir par l'équipe du Centre financier aux entreprises. Je remercie également la firme d'avocats Miller Thomson qui contribue à rendre cet événement possible. Tout au long de la soirée, on vous invite à utiliser le mot-clic Centec MTL pour pouvoir échanger sur Twitter et les réseaux sociaux. Donc, les autres réseaux sociaux, voilà. Donc, pour que vous puissiez savoir, notre objectif en faisant ce genre d'événement-là, c'est de vous supporter dans le démarrage de votre entreprise, mais en passant par le réseautage et la création de nouvelles affaires. D'ailleurs, pour ceux qui se sont inscrits, vous avez reçu un courriel vous invitant à vous inscrire sur l'application mobile Tize. Je vais inviter peut-être Alex à s'avancer. Donc, cette application-là a été développée par une entreprise du Centec, Folks Interactive, qui désirait amener le réseautage à un autre niveau. Et puis, Alex Lemoeligou, qui est en fait le cofondateur de cette entreprise-là, qui voulait vous présenter un petit peu ce service-là et pour que vous puissiez vous en servir ce soir. Bonjour, donc Alexandre Lemoeligou, entrepreneur du Centec et cofondateur de l'entreprise Folks Interactive. Chez Folks Interactive, on a récemment développé un produit qui s'appelle Tize. Il y en a parmi vous qui se sont logués aujourd'hui sur l'application. C'est une application mobile permettant aux gens, dans le fond, de se loguer avec leur compte LinkedIn à un événement de réseautage, puis voir, premièrement, qui participe à l'événement. Pour réseauter efficacement, ça fonctionne bien. Qui participe à l'événement, leur titre professionnel LinkedIn, leur nom, plus d'informations sur leur profil. Puis, les gens peuvent entrer en contact avant d'arriver dans les événements de réseautage. Donc, c'est une bonne manière de préparer votre réseautage au lieu d'arriver ici puis laisser ça dans les mains du hasard un peu qui on rencontre. Ça permet de cibler des gens avec qui on a des intérêts professionnels qui peuvent faire grandir notre business. Donc, on était présents dans plusieurs événements organisés par le Centec, les Midi 15, le 5 à 7 Desjardins. On va être présents dans de plus en plus d'événements. En fait, vous allez revoir l'application. Vous pouvez l'essayer, c'est gratuit, au site internet tizeapp.co. Puis, n'hésitez pas, ce qu'on recherche présentement, c'est du feedback. Donc, si vous l'essayez, vous aimez ça, ou il y a des choses que vous aimez moins, venez m'en parler, puis ça va être très apprécié. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci, Alex. Donc, aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir comme conférencier un entrepreneur qui s'illustre énormément sur la scène entrepreneuriale au Québec. Il multiplie les efforts pour encourager l'entrepreneuriat grâce à des initiatives telles qu'Entrepreneurs anonymes, Porte ouverte Startup ou encore la Tournée des entrepreneurs. Il est également mentor pour différentes organisations à Montréal. Il est président et cofondateur de BossBud, une entreprise de commerce électronique spécialisée dans le voyage en autobus autour du monde, qui est présente dans plus de 90 pays aujourd'hui. Ce qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir, entre autres, le prix d'entrepreneur de l'année en 2014 dans la catégorie démarrage au Gala Arista. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre conférencier ce soir, LP Maurice. Salut tout le monde, ça va? Cool, cool. Merci de vous être déplacés. Bonjour.
Mon nom, c'est LP Maurice. Je suis le président cofondateur de BuzzBud. Je suis super content d'être ici aujourd'hui pour jaser d'entrepreneurship un petit peu avec vous, à la fois BuzzBud puis aussi d'autres choses qui se passent dans l'écosystème montréalais. Donc, en gros, mon allocution aujourd'hui va être divisée en 3 parties. Première partie, vraiment sur mon parcours entrepreneurial chez BuzzBud, comment je suis devenu un entrepreneur. Deuxièmement, j'ai mis ensemble pour la première fois une dizaine de leçons que j'ai apprises dans les 3-4 dernières années. Donc, vraiment dans l'idée de comme si je pouvais retourner dans le passé, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je dirais à une version plus jeune de moi avant de commencer un projet. Puis le dernier volet, c'est vraiment comment on bâtit l'écosystème à Montréal ensemble pour profiter aux prochaines générations de jeunes entrepreneurs qui vont se lancer. Donc, ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Puis, j'espère que ça vous va. Fait qu'on rentre là-dedans. Donc, pour moi, l'entrepreneurship, vraiment, ça a commencé exactement à ce moment-là. Donc, ici, j'étais au Machu Picchu, au Pérou, en 2011. Avant ça, vraiment, j'avais un background plus d'affaires. J'avais parti d'une entreprise quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, avec une couple d'amis au secondaire qu'on avait développé, on avait bâti des sites web, des choses comme ça. Mais j'avais jamais lancé un start-up. J'avais un background d'études en affaires aussi. J'avais fait un bac en finance, j'avais fait une maîtrise en droit, j'avais fait un MBA à Harvard après. Puis après ça, j'étais allé travailler à Silicon Valley une couple d'années dans plusieurs startups à l'époque, comme LinkedIn, Yahoo, puis d'autres startups aussi plus petites. Donc j'avais la chance de voir quelques backgrounds de startups différents. Donc, en gros, j'avais fait ça, puis j'étais exactement ici dans ce moment-là, en train de faire un voyage de backpack d'environ 3 mois. Donc, j'étais parti un petit peu sur un coup de tête, puis je me suis dit, je suis jamais allé en Amérique latine, je vais y aller avec un sac à dos, puis je vais faire le tour pendant 3 mois. Initialement, c'était supposé être plus long, mais j'arrêtais pas de pousser, puis d'ajouter des semaines au voyage. Puis finalement, c'est là que j'ai eu un genre de déclic, qui a peut-être une opportunité d'affaires dans le milieu de l'autobus. Donc, en fait, spécifiquement, c'est pas exactement ici que j'ai eu l'idée. C'était dans un endroit un petit peu moins beau, qui est une station d'autobus en Argentine. En fait, ça, c'est vraiment exactement dans ce moment-là que j'ai eu l'idée. Littéralement, j'étais dans une rangée, en train d'attendre pour parler à un commis, pour me dire l'horaire pour l'autobus pour aller à la prochaine ville. Fait que dans le fond, j'imagine que vous le savez, là, mais l'autobus, c'est vraiment la manière de se déplacer en Amérique latine, pour d'aller de ville en ville. Donc, je voulais savoir s'il allait y avoir un autobus demain, après-demain, aujourd'hui, à quelle heure, comparer les prix, comparer les compagnies. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que tu as plusieurs petites vitrines. Donc, il faut que tu attendes à chacune des vitrines, tu compares l'information. Puis là, j'ai dit, c'est vraiment 1.0. Ça prendrait vraiment une application qui pourrait tout combiner ça, puis que je pourrais consulter directement dans ma poche sur mon téléphone, puis idéalement, pouvoir pas du tout aller à la station d'autobus, puis pouvoir acheter tout ça à l'avance. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu un déclic. Puis, en gros, comme quand j'ai commencé à y penser un petit peu plus, je me suis dit, OK, c'est quoi l'opportunité d'affaires qui existe vraiment? Fait que c'est un peu comme ça que je l'ai dessiné. Puis ça, c'est vraiment la slide que j'ai utilisée, dans le fond, depuis 3 ans pour expliquer c'est quoi le problème que c'est de régler BuzzBud. Donc, vraiment, il y avait le voyageur qui était à gauche, qui était moi. Puis, je voyageais avec un livre qui ressemblait à celui-là, qui était un livre Lonely Planet. J'imagine que tout le monde ici a déjà voyagé avec un guide de ce type-là. Puis j'utilisais ce guide-là pour essayer de trouver le nom des opérateurs d'autobus qui allaient se promener partout dans les places où moi je voulais aller, voir des glaciers, voir des montagnes, des volcans, d'autres choses comme ça. Puis après ça, quand ça ne marchait pas, des fois j'utilisais Google pour essayer de trouver, comme mettons sur une route particulière, ce serait quoi les opérateurs qui pourraient être les bons opérateurs pour me vendre des billets. Fait que c'était vraiment un processus à tâtons. Puis souvent, je tombais sur des forums, comme le Lonely Planet Forum ou le TripAdvisor Forum. Bref, des forums qui me donnaient des histoires avec du data non structuré. Donc, j'avais des histoires de Juan, le chauffeur, qui était super sympathique, mais je ne savais pas si demain, aujourd'hui, je pouvais acheter un billet. Fait que dans le fond, quand j'étais vraiment chanceux, puis ça allait super bien dans mes recherches, j'arrivais à trouver le nom d'une compagnie d'autobus, puis là, je pouvais aller à leur site web. Fait que là, j'ai mis quelques screenshots de sites web, puis vraiment, vous allez voir, c'est vraiment le design comme des années mi-95. Des belles tables, ça s'est amélioré un petit peu depuis. Mais grosso modo, c'était pas vraiment le genre de place que tu voulais mettre ta carte de crédit et tu te sentais vraiment en sécurité. Fait que, en plus, c'était juste dans une langue. Fait que moi, j'étais comme, ben moi, je parle anglais, puis les sites sont juste en portugais. Moi, je parle pas portugais, fait que c'est vraiment compliqué pour moi. Puis, il y avait toutes sortes d'autres problèmes, comme par exemple, il fallait que j'en visite 4 ou 5 à la fois. Je pouvais pas juste en visiter un. Fait que je pouvais pas comparer. Fait qu'il n'y avait pas quelque chose qui ressemblerait à comme le kayak ou l'expédia dans le milieu de l'autobus. Donc, qu'est-ce que je faisais?
pendant mon voyage, j'abandonnais les sites la plupart du temps, puis j'allais directement à la station. Mais la station, c'est pas le fun non plus parce que c'est toujours bondé. Premièrement, il faut que tu la trouves, il faut que tu te rendes, il faut que tu y ailles, il faut que tu te mettes en ligne, des fois plusieurs fois. Après ça, il faut que tu te frappes à la fenêtre, puis là, il faut que tu parles à quelqu'un pas dans ta langue encore. Des fois, tu n'as pas la bonne devise, etc. Fait que ça peut être vraiment compliqué, surtout quand tu le faisais souvent. Là, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul qui avait ce problème-là. Donc, dans tout ce processus-là, il y avait vraiment beaucoup de friction. Fait que généralement, ça, c'est un bon indice quand tu vois un processus avec beaucoup de friction, qu'il y a peut-être une opportunité d'affaires qui peut être présente. Donc, c'est comme ça que je connectais avec l'opérateur. Donc, à travers tout ce labyrinthe-là, finalement, je découvrais la compagnie que je voulais utiliser pour mon transport. Donc, c'est vraiment avec cette idée maîtresse-là que j'ai décidé de partir BuzzBud. Puis vraiment, en fait, le plan d'affaires, qui était vraiment plus rudimentaire que l'espèce de graphique que j'ai montré juste avant, je l'ai commencé à l'écrire ou à prendre des notes pendant un long voyage d'autobus entre le Brésil et l'Argentine d'environ 10 heures. Fait que je faisais quelques croquis, je prenais quelques notes, puis après ça, j'ai mis ça sur papier. Puis quand je suis revenu, dans le fond, j'en ai parlé à mes deux meilleurs amis, Mike et Fred, que je connaissais depuis environ une quinzaine d'années. Puis après ça, on a décidé de partir à une compagnie qui s'appellerait BuzzBud. Donc, on a eu des débuts assez modestes. Ça, c'est notre appartement sur le plateau, mon appartement où je vivais, puis où il y avait entre 10 et 15 personnes tous les jours, de 8 h AM à 8 h PM, ce qui n'était pas parfait pour la vie sociale. Au début, on était 1 par bureau, après ça, on était 2 par bureau, donc on était entassés. Mais il y avait quand même des bons côtés. On se faisait des beaux gros longs barbecues le midi de 2 heures parce qu'on n'était pas encore en mode rush startup, etc. Donc, c'était super le fun. Ça, c'est mes deux amis en haut à gauche, Mike et Fred. Puis j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en grosso modo, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a commencé, en contactant nos amis qui étaient ingénieurs, puis en essayant de bâtir quelque chose qui pourrait répondre potentiellement aux problèmes. Fait que fast forward 3 ans et demi, on est aujourd'hui considéré comme sinon le leader mondial dans la catégorie de l'autobus interurbain au niveau de la billetterie. Donc ça, c'est juste, j'ai mis quelques citations ici, New York Times, Wall Street Journal, TechCrunch, qui ont toutes parlé de notre ambition de révolutionner, dans le fond, le milieu de l'autobus interurbain. Puis on fait tout ça à partir de Montréal, évidemment. Mais vraiment, New York Times, dans leur citation, ils pointent spécifiquement vers quelque chose qu'on fait qui est assez particulier. On essaie de bâtir la plus grosse base de données d'horaires d'autobus au monde. En fait, on a réussi. On est vraiment la plus grosse base de données. Ça, c'est un défi technique extrêmement compliqué. Comme présentement, on a une quarantaine d'employés chez BuzzBud, puis il y en a une vingtaine environ qui sont des ingénieurs qui travaillent spécifiquement sur ce problème-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autobus qui partent tous les jours de partout dans le monde. Si vous pensez qu'il y a beaucoup d'avions, il y a encore plus d'autobus. Donc vraiment, ça, c'est un petit peu où on est rendu aujourd'hui. Donc, comme je l'ai mentionné, on est environ 35 à 40 environ dans le bureau. Encore les mêmes 3 fondateurs que quand on a parti l'entreprise. Puis vraiment une équipe qui est assez polyvalente. J'ai parlé de l'équipe d'ingénieurs, mais aussi une équipe de développement des affaires qui voyage partout au monde, qui va, que ce soit au Brésil, en Russie, en Inde, etc., signer des ententes commerciales avec les plus grands joueurs dans le milieu de l'autobus. Puis, le milieu de l'autobus, c'est pas naturellement la chose la plus sexy qu'on peut imaginer, mais de plus en plus, BuzzBud essaie de rendre ça intéressant pour le consommateur de prendre l'autobus versus d'autres options. Donc, souvent, en fait, on se mentionné dans les articles à côté des compagnies comme Uber ou comme Lyft. Donc, souvent, on se mentionnait avec ces joueurs-là, ce qui est vraiment cool. Évidemment, eux sont pas mal plus avancés, puis ils ont vraiment fait une excellente job dans le milieu du taxi. Mais dans le milieu de l'autobus, il y a encore beaucoup d'innovation à y avoir. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on se positionne. Une des choses qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on a réussi à vivre un peu de notre projet entrepreneurial. Au début, on tripait ensemble, on était 2-3 gars, puis on avait du fun. Maintenant, on est capable de vivre de ça, dans le sens qu'on a levé environ 10 millions de financements à date, à travers 2 rondes. La première ronde, c'était 1 million avec Real Ventures puis Innovia, qui sont 2 fonds de capital de risque locaux, peut-être que vous les connaissez à Montréal. Puis la deuxième ronde, c'était en juillet passé avec Revolution Ventures puis Omers. Donc, un à Washington, puis un à Toronto. Puis Revolution, c'est le fonds qui est mené par Steve Case, qui est une légende dans le monde des affaires, là, qui a fait la fusion AOL-Time Warner. Puis non seulement ça, ce qui me rend vraiment heureux, c'est qu'on a réussi à attirer du talent vraiment de pointe qui s'intéresse à une petite compagnie dans le Maryland qui fait quelque chose d'intéressant. Comme ici, on a le président fondateur d'Expedia. On a l'ancien CEO de Travelocity. On a aussi des aviseurs qui viennent de Google, de Facebook, de TripAdvisor. Fait qu'on a vraiment une belle brochette d'investisseurs, d'aviseurs puis d'anges qui nous aident puis qui nous amènent toutes sortes d'opportunités d'affaires à l'échelle mondiale. Fait que ça, c'est super le fun.
Puis aujourd'hui, on a une base de données qui couvre environ 10 000 villes, 90 pays. Donc, le travail n'est pas encore complet. On a encore beaucoup de travail à faire, surtout en Asie, en Afrique aussi, puis même ailleurs. Mais en Amérique centrale, par exemple, même à certains endroits de l'Amérique latine, on travaille encore fort pour mettre le plus d'opérateurs possible sur la plateforme. 11 langues, 21 devises, donc on vient d'ajouter le chinois. Donc, BuzzBud est officiellement disponible en chinois. On a 1500 opérateurs d'autobus, des compagnies comme Greyhound, Orient Express, National Express, Megabus, qui sont sur notre plateforme. Puis on a des ententes commerciales officielles avec tous ces joueurs-là. Puis on a aidé des millions de voyageurs à trouver le bon billet pour leur voyage. Fait que ça, c'est ce qui nous rend heureux au niveau de l'attraction du produit. Donc, si vous ne connaissez pas le marché de l'autobus, je n'en tiens pas rigueur, je ne connaissais rien dans le milieu de l'autobus il y a 3 ans, ça, c'est quelques-uns des joueurs. Donc, vraiment, c'est assez fragmenté et assez immense comme marché. Comme par exemple, juste au Brésil, on peut penser qu'il y a environ entre 300 et 500 opérateurs qui existent juste au Brésil, pour vous donner une idée de magnitude. Mais probablement ce qui me rend le plus fier avec BuzzBud, c'est qu'on a réussi à bâtir une entreprise qui était vraiment comme un peu le reflet de nos valeurs. Dans le fond, avec une identité ou un ADN qui était vraiment similaire à ce que nous, on est vraiment. Donc, ici en haut, on voit à gauche nos bureaux dans le Maryland qu'on a designé, qu'on a fait bâtir avec nos amis, nous-mêmes. On a des événements dans la communauté, donc ça, c'est une de nos valeurs, de vraiment avoir beaucoup de liens avec la communauté. Donc, on fait des événements de différents types. En haut à droite, le signe, c'est notre équipe de service à la clientèle qui va surprendre des gens à la gare. Des fois, c'est vraiment drôle. Juste pour leur dire merci, dans le fond, de prendre BuzzBud et d'avoir réservé leur billet avec BuzzBud. Donc, on leur donne toutes sortes de snacks, de magazines, puis une grosse carte qui est signée par tous les membres de l'équipe. On fait ça de temps en temps pour se rappeler que, dans le fond, on sert le voyageur. On s'amuse dans les tournois de hockey Cosum. On a un club de course qui monte la montagne du Mont-Royal, qui redescend de temps en temps l'été. On fait des décorations de Noël, des T-shirts de bébé. On va à la cabane à sucre. On y va ce soir, en fait. On fait toutes sortes de choses le fun. Fait que dans le fond, ce que j'essaie de montrer à travers cette slide-là, c'est que ce n'est pas vraiment une job 9 à 5, comme quand tu travailles dans une banque ou tu travailles dans une grande entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ça, puis qui est plus un style de vie. Donc, il faut aimer ça, mais ça a ses bons côtés aussi. Donc, tout ça, en gros, ça, c'est le résumé rapide, à partir de cette idée-là, ou cette photo-là, ou ce moment-là où j'étais à côté de ce monsieur-là. Puis je me suis dit, il faut qu'il y ait une meilleure manière, il faut qu'il y ait une manière qu'on puisse absolument réserver ça via un téléphone, d'avoir une genre de station d'autobus virtuelle qui remplisse mon téléphone. C'est encore une mission qu'on est en train d'essayer de remplir au mieux qu'on peut tous les jours. Il y a encore tellement de défis, mais c'est à peu près là qu'on est rendu pour l'instant. Donc, on va changer un petit peu de tempo. Dans le fond, on va faire un petit peu de recul. Puis, ça fait 3 ans et demi maintenant que tous les jours, je mets pas mal d'énergie pour essayer de développer cette entreprise-là. Donc, je vous ai fait un peu le portrait rapide. J'ai appris quelques leçons que je voulais partager avec vous. Donc, la première leçon, c'est oui, tu peux devenir un entrepreneur. Je commence avec celle-là parce que ça fait des dizaines de fois que j'entends des gens super intelligents, des politiciens, des gens d'affaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça immédiatement après l'autre. Mais on va dire genre des politiciens plus seniors, des gens d'affaires, des entrepreneurs à succès qui disent « OK, il y a un ADN d'entrepreneur. On est un entrepreneur. Tu es prédisposé pour être un entrepreneur. » Moi, je pense que c'est complètement fou. C'est comme pratiquement aussi fou que tes prédispositions à être genre avocat ou plombier. C'est des carrières, puis tu les apprends. Puis dans le cas de l'entrepreneurship, ce qui est peut-être un peu spécial, c'est que la seule manière de l'apprendre, c'est pas nécessairement sur les bancs de l'école, mais c'est vraiment en le faisant. Donc, tu dois prendre un risque, tu dois essayer d'accomplir un projet pour devenir un entrepreneur. Donc, c'est peut-être ça la nuance. Ceci dit, la photo qui est un peu derrière, c'est quelqu'un qui s'appelle François Poirier de MakerBlocks. Lui, c'était un des membres qui a gradué du Founder Institute. Founder Institute, c'est un accélérateur de start-up qui est ici à Montréal. Puis François, dans le fond, il y a comme 1 an, 1 an et demi, il travaillait pour une grande entreprise, il avait une job, puis il a suivi le programme, puis il est devenu entrepreneur. Il s'est lancé. Il a quitté sa job, puis là, il se lance directement en affaires, puis avec le but d'en vivre. Puis ça, c'est une photo qui a été prise cette semaine, avec juste à droite, la femme qui est là, c'est une des meilleures journalistes de TechCrunch, qui lui vient de lui remettre le premier prix pour avoir gagné la compétition de pitch à TechCrunch cette semaine. Donc, en gros, ça, c'est la preuve. Puis, tu sais, il y a lui, mais il y en a plusieurs autres. Il y a Maz de Hedoco, puis il y a une trentaine d'autres gens dans sa cohorte, puis une trentaine de gens dans l'autre cohorte aussi qui sont devenus entrepreneurs. Donc, il y a des compétences, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on est ou qu'on n'est pas. Deuxième leçon, oui, le plus important, c'est les gens.
Je sais que ça a l'air banal, mais ça ne l'est vraiment pas. C'est un peu comme le genre de... Dans le monde du real estate, c'est comme le location, location, location. Dans les startups, c'est les people, people, people. Puis, généralement, les gens ils disent qu'il y a comme 3 ou 4 facteurs pour identifier un bon projet. Généralement, c'est les investisseurs qui parlent de ça. Il y a l'équipe, il y a le produit, il y a le marché, évidemment un grand marché. Puis, quatrièmement, il y a l'attraction. Puis, selon moi, il y a vraiment une pondération plus forte qu'il faut que soit mise sur l'équipe. L'équipe, c'est tout. Donc, quand vous allez vous partir en entreprise, si vous n'avez pas déjà, vos cofondateurs, c'est critique. Vos premières embauches, c'est critique. Les embauches suivantes, c'est aussi super important. Fait que, réfléchir à ça. Fait que ici, on a les photos de mes 2 cofondateurs, Fred au centre, puis Mike à droite, qui existe pour vrai. Là. Il est juste sur un robot qui se promène dans le bureau, là, puis, parce qu'il habite à New York. Fait que dans le fond, on est amis depuis environ 15 à 20 ans ensemble. Puis la raison que je les ai choisis, en plus du fait qu'on avait travaillé ensemble pendant plusieurs années sur différents projets, c'est vraiment qu'on s'entend bien, puis qu'on est complémentaires. Fait que, par exemple, eux, ils ont des compétences techniques. Les 2, c'est des ingénieurs. Il y en a un qui a un doctorat, puis l'autre a travaillé environ une dizaine d'années chez Microsoft sur l'engin de recherche Bing. Fait que, dans le fond, ensemble, les 3, on est une équipe assez passe-partout. Fait qu'on est capable de couvrir beaucoup de terrain. Donc, c'est pas seulement la qualité des gens et leur background, mais c'est aussi la cohésion du groupe puis de l'assemblage des fondateurs. Troisième leçon, oui, il y a de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas d'argent pour leur projet. Il faut juste continuer et persévérer un petit peu plus. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent au début, parce qu'on se fait dire non quelques fois, ça nous est arrivé. Mais vraiment, il y en a de l'argent. Il faut juste packager le projet comme il faut. C'est certain qu'il y a certains types de projets qui ne vont pas attirer les investisseurs de capital de risque. Comme si vous voulez ouvrir un restaurant ou un dépanneur, c'est sûr que les investisseurs de capital de risque, ce n'est pas pour vous. Mais généralement, pour les autres projets, si vous faites quelque chose de novateur, de plus en plus, il y a de l'argent pour vous. Donc, si on regarde les statistiques, il y a le plus d'argent au Québec présentement dans le capital de risque qu'il n'y en a jamais eu. Fait que c'est littéralement aujourd'hui la meilleure journée pour partir votre compagnie. Il y a des gros fonds qui ont levé les nouveaux fonds de capital de risque, qui ont levé les nouveaux fonds, comme on parle de Innovia, de Real Ventures, qui ont chacun des nouveaux fonds de 100 millions et plus. Donc, dans le fond, ils doivent déployer cet argent-là. Puis, souvent dans des compagnies québécoises. Donc, c'est vous, là. Genre, il y a une opportunité incroyable d'aller chercher ce capital-là pour financer votre projet, pour vivre de votre projet. Donc, il y a du capital, ça prend juste un petit peu de temps au début pour le trouver. Il y a aussi toutes sortes de sources de capital qui sont autres que le milieu du capital de risque. Par exemple, dans les organismes locaux, souvent, c'est possible d'aller chercher un 10 000, un 20 000, un 50 000 sans être obligé de se diluer. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, évidemment, il y a les anges financiers aussi. Puis, ici, en fait, la photo que j'ai mise en arrière, dans l'arrière-plan, c'est au festival Startup qui a lieu une fois par année. Donc, moi, j'étais un des juges avec 9 autres messieurs ici, dont il y a Alexandre Taillefer, il y a David No de Innovia, il y a d'autres investisseurs de capital de risque. Puis, dans le fond, nous, on déployait environ un prix de 100 000 $ pour le meilleur pitch de la journée. Donc, tu sais, c'est possible d'avoir de l'argent de différentes manières. Il faut juste être vraiment à l'écoute dans la communauté de toutes les opportunités pour aller pitcher, pour aller se faire connaître. 4, oui, ça prend toujours plus de temps que tu penses. Je dis ça parce que quand moi je suis parti, j'avais la mauvaise idée que ça allait prendre comme 6 mois, puis que le produit serait bâti, puis on aurait conquis puis dominé le marché, puis merci, bonsoir. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment l'inverse. Plus tu as du succès, en fait, plus tu réalises que ça va prendre longtemps. Donc, en fait, souvent les gens ils disent que, comme, OK, regarde, je veux un quick win, je vais aller faire de l'argent dans l'entrepreneurship. Plus tu as du succès, plus tu vas réaliser que ça va prendre environ 5 à 10 ans. Puis souvent, les investisseurs vont dire, si tu n'es pas prêt à mettre 5 à 10 ans dans ton projet, tu ne devrais pas le faire. Fait que ça devrait être une bonne barrière mentale quand tu pars ton projet. Est-ce que tu aimes ton idée assez pour passer 5 à 10 ans de ta vie dessus? Si la réponse est non, tu devrais probablement juste pas le faire. C'est sûr que tu peux faire des prototypes, tu peux avoir du fun, puis faire des différentes... Mais une vraie compagnie où tu embauches des gens, puis tu leur payes des salaires, tu devrais dire, ça me tente de faire ça pendant 5 à 10 ans. Donc, étant donné que c'est long, c'est important de travailler avec des gens qu'on aime, puis c'est important d'avoir du fun aussi. Donc ça, c'est moi qui pose un signe de BuzzBud tard le soir. En tout cas, c'était un moment loufoque, mais ça en prend tout le temps. 5, tu peux réussir à Montréal. Fait que ça, c'était une question que moi-même j'avais. J'avais travaillé à Silicon Valley, j'avais étudié à Boston, j'étais comme, ça va être un bon environnement pour moi à Montréal? Ça se passe-tu vraiment? Y a-tu vraiment de l'argent, des contacts, puis du talent? Puis 3 ans et demi plus tard, la réponse c'est comme unanime que c'est oui. Mais je veux dire oui avec une petite astérix. Oui, tu peux réussir à Montréal, mais la clé, c'est qu'il faut vraiment que tu sois tourné vers l'international, selon moi. Donc, les compagnies qui réussissent bien ces temps-ci,
Tu peux penser à des compagnies comme Frank Oak, comme Lightspeed, comme Bon Look. Toutes ces compagnies-là ont compris une chose, c'est qu'au Québec, on a environ 8 millions de personnes, puis que le marché doit être mondial. Il faut aller se tourner vers d'autres marchés. Soit aller chercher des clients, soit aller chercher des partenaires, soit des investisseurs, soit genre, sa chaîne d'approvisionnement. Tu dois être tourné vers l'international. Puis BuzzBud aussi, évidemment, on est une incarnation de ça aussi. Donc, j'ai mis « Tu peux réussir à Montréal », puis j'ai délibérément mis une photo de moi, pas à Montréal, derrière. J'ai mis une photo de moi entourée d'une vingtaine de personnes à New York. Donc, je suis allé faire du réseautage là-bas, puis j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle les New York City Venture Fellows. Puis juste cette gang-là, en passant, dans la première moitié de 2014, ensemble, les 20 ont levé 250 millions de financement. Donc, en gros, ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on va retrouver à Montréal, un groupe comme ça. Donc, il faut aller le chercher à l'extérieur. Même chose avec les aviseurs que j'ai expliqué tantôt. Ce ne sont pas nécessairement à Montréal les gens qui ont parti Expedia ou accéléré les marchés émergents pour Google. Ils sont partout ailleurs. Donc, tu peux réussir à Montréal, mais moi, je dis tout le temps, il faut avoir un pied à Montréal puis un pied ailleurs, dans d'autres écosystèmes. Donc, oui, il faut prendre l'avion, il faut prendre l'autobus, il faut prendre les autres moyens de transport, puis il faut y aller. Parce que si vous restez à Montréal, vous allez être isolé, vous allez bâtir quelque chose de bien, mais peut-être de trop petit pour vraiment avoir l'impact que vous voulez. 6. Oui, notre écosystème est vibrant présentement. Ça, c'était moi qui essayais de trouver un autre mot pour dire complètement en feu. Bouillonnant. Fait que j'ai écrit un article dans le Wall Street Journal en juin l'année passée disant qu'il y avait vraiment un point tournant qui avait été frappé avec le lancement de l'extension de la maison d'Antman, où vraiment il y a un point central pour la communauté, il y a un point de ralliement. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas de voir que tout accélère. Il y a des événements presque tous les jours maintenant dans la communauté, si vous voulez. Donc vous ne le savez peut-être pas, c'est pour ça que je l'ai mis là, mais il y a littéralement des événements tous les jours. Des événements un peu comme ça, des événements de réseautage, des événements pour des groupes d'intérêt spécifiques. Il y a environ 100 à 150 groupes et organismes qui organisent des événements qui veulent vous aider. Donc, j'ai fait une liste, en fait, sur mon blog. Donc, si vous allez sur lpmo.com, puis vous tapez Entrepreneurship in Montreal, il y a la liste au complet. Je suis littéralement allé dans chacun de ces soirées-là, donc pour les évaluer, pour savoir qu'est-ce que c'était. Donc, j'ai fait des petites critiques, puis dans le fond, il y a tous les liens. Fait que je vous encourage à découvrir votre écosystème local. Fait que, autant je vous ai dit d'aller voyager ailleurs, autant il y a vraiment des choses merveilleuses ici, puis il y a plein de ressources, plein de gens qui veulent vous aider dans les universités, dans la communauté. Fait que ça vaut la peine de faire un petit détour. Donc, la photo que j'ai mise ici, en fait, c'est une autre photo de la semaine passée d'un meet-up TechCrunch qui a attiré 900 personnes. Fait que 900 personnes, on l'a calé 2 semaines à l'avance. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à participer dans l'écosystème startup. Fait que si vous dites « Ah, j'arrive pas à trouver un cofondateur pour mon startup », ben est-ce que tu regardes vraiment fort parce qu'il y avait 900 personnes là la semaine passée? Numéro 7. Oui, tu devrais vraiment aller travailler dans un startup avant de te lancer. Ça, c'est un point que pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais généralement, quand je rencontre des entrepreneurs, environ 80%, je pense qu'ils devraient aller travailler dans un startup plutôt que de démarrer leur propre entreprise. Je dis ça parce que c'est tough lancer une entreprise, tough financièrement, c'est tough au niveau de l'opération et de l'exécution aussi. Puis, il y a tout le temps des exceptions. Tu sais, il y a des Mark Zuckerberg qui vont partir de l'université, puis partir Facebook, puis changer le monde. Mais pour chaque Mark Zuckerberg, il y a plein d'autres gens qui bénéficieraient, selon moi, d'aller travailler dans un start-up. Puis les bonnes nouvelles, c'est que maintenant, à Montréal, plus que jamais, il y a vraiment plein d'opportunités super alléchantes pour aller travailler puis gagner un salaire tout en apprenant. Donc, tu vas travailler chez Frank Oak, tu peux faire un salaire de entre, je sais pas moi, 50 000 à 100 000 pour toutes sortes de jobs, que ce soit affaires, techniques, ingénieurs, etc. Puis là, tu peux apprendre les compétences spécifiques au monde des startups, parce qu'honnêtement, si tu as juste travaillé dans des banques ou dans des grandes entreprises, tu n'es pas nécessairement prêt pour travailler dans une startup ou même partir ton propre startup. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment, puis j'encourage vraiment les gens à le faire. Si vous ne l'avez pas fait, selon moi, c'est un détour qui est incontournable. Puis nous, quand on évalue des candidats, on a tout le temps la priorité à ceux qui ont déjà travaillé dans d'autres startups versus ceux qui viennent de d'autres milieux. Donc, ça, c'était un meeting chez BuzzBud. Donc, juste pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler, c'est ouvert, c'est collaboratif. Donc, c'est aussi un milieu de travail qui est super collégial, super stimulant. Donc, si vous graduez, vous êtes comme « Ah, il me semble que Bombardier, ça serait le fun », peut-être aussi réfléchir à où vous allez avoir le plus d'impact. Est-ce que c'est dans une entreprise où il y a des milliers de personnes ou est-ce que c'est dans une entreprise où il y a 10 ou 15 personnes, où vous êtes littéralement un dixième de la production? Fait que ça, c'est un pensez-y bien. Numéro 8, les entrepreneurs doivent mener notre écosystème. Ça, c'est un petit peu plus pointu. En fait, sur une photo,
avec un des investisseurs qui s'appelle Brad Feld. Puis, en fait, je reconnais des gens dans la foule qui sont dans la photo. Salut. Fait que, en gros, Brad Feld était à Montréal il y a environ 10 jours. Puis Brad Feld disait qu'il y a une citation dans son livre qui s'appelle Startup Communities qui dit que, dans le fond, les entrepreneurs doivent mêler l'écosystème. Puis après ça, tu as les universités, tu as les grandes compagnies, tu as le public, le gouvernement, tu as les écoles, tu as tout le reste autour qui doit suivre puis amplifier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être normal, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il y a beaucoup de gens qui essaient de structurer des choses puis d'arranger des choses. Puis vraiment, c'est les entrepreneurs qu'il faut qu'ils prennent leur place. Puis le pendant de ça, c'est que les entrepreneurs doivent vraiment s'afficher puis doivent assumer la responsabilité de l'idée de l'écosystème. Donc, doivent redonner, doivent passer du temps, pas juste à bâtir leurs produits, ce qui est déjà assez dur, puis à réussir à faire de leur compagnie un succès, mais aussi à redonner à l'écosystème puis à aider les autres fondateurs autour de eux. Moi, c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Puis, en fait, je viens d'écrire un article là-dessus qui s'appelle Peer-to-Peer Entrepreneurship, l'entrepreneurship pair à pair. Fait que je pense que si on bâtit un genre de réseau distribué d'aide pour les entrepreneurs, je pense qu'à long terme, c'est la manière qu'on va avoir une certaine solidarité entre nos entrepreneurs qui va nous permettre de créer les entreprises qu'on veut créer. On veut créer des Google, on veut créer des Amazon ici à Montréal. Je pense que c'est en s'entraidant et en partageant notre savoir qu'on va y arriver. Oui, notre écosystème n'est pas parfait. Donc ça, c'est une photo de moi il y a 2-3 semaines à une conférence que j'ai donnée au Conseil du patronat qui viennent de lancer une campagne pour la prospérité au Québec. Donc, c'est une campagne de plusieurs années, de plusieurs millions de dollars pour valoriser les affaires, pour valoriser la prospérité, pour valoriser le parcours entrepreneurial au Québec. Donc, si on a besoin d'une campagne comme ça, c'est qu'il y a encore des choses à régler au Québec. Ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de changements culturels au niveau de l'attitude, de prise de risque. C'est correct de faire de l'argent, c'est correct d'échouer. Toutes ces choses-là doivent être encore travaillées. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui m'appellent ou à différents niveaux, puis ils me disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer encore plus l'écosystème. Tu sais, ça va bien, ça bouillonne, là, mais mettons qu'on veut le mettre sur le 220, qu'est-ce qu'on fait? Puis je donne tout le temps à peu près les 3 mêmes réponses que je vais vous donner maintenant. Il y en a un qui c'est l'attitude. Comme vraiment, j'ai mentionné quelques items tantôt, tolérance à l'échec, prise de risque, etc., qu'on doit vraiment travailler puis encourager. 2, le talent. Je suis convaincu qu'il manque de talent technique au Québec. J'ai écrit un article dans les affaires qu'il nous manquait 100 000 ingénieurs, peut-être même plus. Si on veut partir une compagnie comme Google ou Amazon, ils ont 50 à 100 000 employés. Moi, si je veux partir un Google, ça me prend 50 à 100 000 personnes techniques que je peux embaucher. Moi, j'ai de la misère à en trouver 5 à 10 ingénieurs de plus. Mes autres amis cofondateurs ont de la misère à trouver 5 à 10 ingénieurs. Où on va trouver ces milliers d'ingénieurs qui nous manquent? Donc, puis quand je dis ingénieur, je parle aussi de talent technique un petit peu plus large aussi. Ça peut être des designers, des gens qui connaissent bien Photoshop, des gens qui savent comment faire du marketing de performance quantitatif. Fait que tout ça, je rends ça dans les gens qui ont des compétences utiles pour être dans des startups. Sinon, on va rester avec des milliers de petites entreprises de 2 ou 3 personnes, puis aucune grosse entreprise qui va jouer le rôle de fédérateur que, mettons, Google va jouer en Californie ou que, genre, RIM a joué à Waterloo. Puis la troisième affaire, c'est vraiment au niveau de l'international. Je trouve qu'on est encore un petit peu fermé vers nous-mêmes. Il faut qu'on s'ouvre plus. Il faut qu'on aille plus souvent à Silicon Valley. Maintenant, il y a un vol direct. Fait que ça avantage déjà les fondateurs de Montréal, entre Montréal et San Francisco. Mais il y a encore des choses qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on bâtisse nos transports encore mieux. Évidemment, moi, je suis dans le boss. Mais le train, c'est vraiment inacceptable, selon moi, que le train Montréal-New York prenne 11h30. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Puis en plus, il n'y a pas d'option de nuit où tu peux dormir. Sérieusement, c'est inacceptable parce qu'on est comme le leader mondial de fabricants de wagons, là, genre avec Bombardier. Fait qu'il faut qu'on arrange des choses comme ça qui n'ont vraiment pas d'allure. Il faut qu'on parle à nos élus pour qu'ils fassent en sorte qu'il y ait des problèmes, il y a des solutions de transport qui nous permettent, non seulement nous, les entrepreneurs, mais aussi tous les gens de connecter avec d'autres écosystèmes facilement. Moi, je veux pouvoir aller à New York en 2h30. C'est ça la moyenne pour un trajet d'environ 500-600 km. Mettons Barcelone, Madrid, Tokyo, Osaka, c'est les mêmes distances, 2h30 à 3h. Pourquoi on est comme off par un ratio de 4 ou 5? Fait que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on rende ça facile de pouvoir se transporter à ces endroits-là. À moins que quelqu'un ici invente une machine à téléporter. Là. Je ne sais pas lequel va arriver en premier entre ça et les trains de plusieurs années. Là. Finalement, rien n'était possible. Je le rappelle parce que c'est un autre truc qui a l'air banal, mais c'est complètement fou l'entrepreneurship des fois. Ça peut te faire vivre des moments complètement surréels que tu n'aurais jamais imaginé. Comme ça, il y a une photo de moi, une couple de moi. En fait, je suis comme la petite tête au centre, en train d'ouvrir le Toronto Stock Exchange.
Fait que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ça la finance, puis je trippais vraiment là, de genre cogner sur le truc qui ouvre le marché. Ça a vraiment fait ma journée. Puis des moments surréels comme ça, il y en a plein. Tu te revires de bord un matin, puis tu es en train de pitcher Steve Case qui devient investisseur dans ta business. Des choses comme ça se passe quand tu es entrepreneur. Puis c'est des moments pour toi, mais encore plus gratifiants puis encore plus cool, c'est des moments plus macro. Des moments plus macro où tu as vraiment l'impression que tu es en train de changer une industrie complètement. Puis tu es en train d'avoir un impact sur des milliers de vies. Donc, par exemple, comme moi, je passe à peu près une demi-heure à une heure tous les jours à lire les courriels des gens qui nous contactent avec des problèmes. Genre, je poursuis mon billet ou je veux un remboursement ou quelque chose comme ça. Puis je leur parle, puis souvent, j'ai des compliments genre « Ah, tu m'as sauvé genre 15 minutes. » Puis moi, c'est comme la meilleure chose dans ma journée. Tu sais, quand je sais que j'ai sauvé, mettons, 15 minutes à comme, je sais pas, 200 personnes, je trouve ça vraiment trippant. Puis avec l'entrepreneurship, tu peux faire ça. Tu peux régler les problèmes des autres à une grande échelle. Puis pour vrai, c'est trippant quand tu réalises que tu peux changer le monde autour de toi. Fait que sur ça, j'ai une petite vidéo. En fait, j'ai retrouvé hier soir. Je cite tout le temps la même citation de Steve Jobs par rapport à exactement ce que je viens de décrire ici. Puis je l'ai trouvé en vidéo. C'est une vidéo où il est genre dans ses années hippies, je pense. Pas beaucoup de gens ont vu cette vidéo-là, dans les années 70 environ. Puis ce qu'il dit, c'est vraiment le meilleur bout de Steve Jobs, selon moi. Fait que je vais vous le jouer, c'est environ 1 minute et demie. So the thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again. Cool. All right. Cool. Ben, je suis content qu'on ait pu voir ça. Nice. Le seul applaudissement, c'est pour Steve Jobs. All right. Effectivement, il est très éloquent, puis c'est vrai, quand tu commences à créer des choses, puis tu vois les résultats, c'est vraiment magique. Donc, c'est un bon point charnière pour passer à la dernière partie de la présentation, qui est vraiment sur l'écosystème. J'ai mis une photo de Montréal. Puis dans le fond, moi, j'ai commencé à m'impliquer dans l'écosystème à Montréal en faisant du mentorat, en essayant d'aider les autres autour de moi. Donc, dans des programmes comme Founder Institute, qui est un accélérateur, Startup Weekend, que j'imagine tout le monde ici connaît, c'est comme une course folle pendant 48 heures pour livrer un prototype. Startup Festival, qui est notre festival, notre événement fort pour la communauté startup à chaque année. Next 36, qui est un programme élite pour les gens universitaires. Si vous ne le connaissez pas, puis vous êtes à l'université, allez checker ça tout de suite. Next Powered by Google, puis Founder Fuel, où je suis un mentor aussi. Donc, ça m'a permis de commencer à connaître les autres entrepreneurs qui étaient dans ma communauté, puis à vouloir essayer de voir si je pouvais les aider, puis peut-être qu'eux pouvaient m'aider aussi. Mais en faisant ça, pendant une couple d'années, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait encore des trous dans notre écosystème, que ce n'était pas parfait. Donc, j'ai commencé à créer des petits projets. Puis ici, il y en a 6, mais il y en a fait comme une dizaine. Puis je vais en parler de 3 ou 4 aujourd'hui. Des choses que j'ai aidé à initier. Puis, pour essayer de remplir un petit trou dans l'écosystème où moi, je voyais qu'il y avait un besoin. Donc, juste pour être vraiment clair, je suis vraiment 100% toujours sur BuzzBud. C'est vraiment ça qui occupe toute ma journée. Mais vraiment, ça, c'est des projets où ça a été initié des fois pendant des week-ends. Puis après ça, il y a des équipes maintenant, aujourd'hui, à temps plein, des fois de 2, 3, 4 personnes qui s'occupent de ces projets-là puis de les faire croître. Donc, le premier que je vais parler, c'est la tournée des entrepreneurs, qui est une tournée partout autour du Québec.
pour l'entrepreneurship. Le deuxième, c'est les portes ouvertes startup. Il y a peut-être des gens ici qui ont participé à la tournée, aux portes ouvertes. Il y a l'Entrepreneur Anonyme, qui est un club de réseautage pour entrepreneurs. Donc, je sais qu'il y a des membres ici dans la salle, je les ai vus. Donc, on est parti, on est environ 3 ou 4. On est aujourd'hui presque 500 à réseauter à chaque mois ensemble pour essayer de s'aider. Finalement, il y a la gare, Interaction Ventures puis Credo, puis je vais parler de ces projets-là dans les prochaines slides, juste pour que vous ayez un peu une idée de quel genre de projet dans le fond, j'ai été impliqué, puis aussi comment vous pouvez initier des projets dans votre communauté qui vont aider tout l'écosystème au complet. Donc, la tournée des entrepreneurs, comme j'ai mentionné tantôt, on est allé dans 4 villes, puis c'était des rencontres entrepreneuriales, des genres de petits cercles d'échange partout au Québec. On est allé au Mégantic, on est allé à Rouyn-Noranda, en Gaspésie, puis à Charlevoix. Le but, c'est de connecter des entrepreneurs, souvent qui étaient des entrepreneurs plus pignons sur rue traditionnels, avec des entrepreneurs numériques 2.0, qui ont des startups, puis d'essayer de mélanger tout ça ensemble, puis de partager des expériences. Fait que ça a commencé comme ça, dans des lieux un peu insolites, chez les habitants, dans des cours, dans des champs, au bord des ruisseaux. Puis ce qui est arrivé, c'était assez épique, en fait. Ça a commencé comme ça, puis dans les hangars aussi, apparemment. Donc, les cercles ont commencé à grossir. Puis, dans le fond, partout où on allait de ville en ville, les gens venaient, puis continuaient à s'ajouter. Puis, à un moment donné, c'était vraiment comme rendu presque un mouvement. On a plusieurs centaines de personnes qui se déplaçaient juste pour venir échanger avec d'autres entrepreneurs de partout au Québec. Puis je suis content d'annoncer qu'on va le refaire encore cette année en 2015, puis les villes vont t'annoncer dans une semaine ou 2. Donc, je pourrais vous jouer une petite vidéo. Je ne sais pas si j'ai le temps. Sinon, je peux vous jouer. Ouais? Je vais vous jouer un petit bout dans le fond. Si ça marche, là. Peut-être que vous allez applaudir encore. On va essayer de voir. C'est incroyablement magnifique, peu importe. De Montréal jusqu'à la Gaspésie, on a fait « wow » tout le long. Les gens, à l'arrivée, nous ont accueillis à bras grands ouverts, donc ce fut très, très agréable de A à Z. L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer des jeunes entrepreneurs de Montréal, des régions, à travers 3 événements, un à Baie-Saint-Paul, à Gaspé et à Rouyn-Noranda. L'idée, c'est de partager des expertises, des meilleures pratiques entre les entrepreneurs et s'assurer qu'il y a vraiment un écosystème qui se crée partout au Québec. Je crois que ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'a vraiment frappé en arrivant en Gaspésie, c'est la diversification de l'économie. Puis on entend beaucoup parler d'un point de vue très montréalais, des problèmes économiques de certaines régions dans les médias. Puis en arrivant vraiment, en ayant la chance de visiter la région, on réalise que les gens sont très, très créatifs, très entrepreneurs. Ils veulent vraiment prendre leur destin en main puis qui veulent diversifier leur économie pour justement se créer un avenir économique solide, prospère et puis développer une pérennité économique importante. On se rend compte que finalement, on est tous un peu dans le même bateau et il y a des solutions pour toutes les situations, puis c'est ensemble. Ça continue comme ça par un petit bout de temps. Si vous voulez voir les vidéos, sont à la tournée des entrepreneurs.org, vous pouvez voir les 4 vidéos. Puis si ça vous tente, vous venez faire un tour cet été. J'en parle parce que moi, c'est quelque chose que je trouvais qui manquait un peu. Qu'on vivait à Montréal, mais on n'a pas l'impression d'être connecté avec les autres villes autour de nous. Donc ça, c'est un petit projet qu'on a lancé en environ 3 semaines, avec pas de budget. En fait, c'était financé sur une couple de 1000$ sur la carte de crédit, puis that's it, on y va. Puis il y a plein d'entrepreneurs qui ont embarqué. En fait, il y a des centaines d'entrepreneurs qui sont embarqués de Montréal, des régions. Puis c'était super le fun. Fait que, bref, ça, c'était un des projets. Deuxième projet, c'est Credo. En fait, c'est pendant la tournée des entrepreneurs, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs sociaux. Puis moi, je n'étais pas vraiment sensibilisé à ça. J'étais plus un entrepreneur traditionnel, là, numérique. Puis ils m'ont commencé à me parler de la différence qu'ils faisaient dans leur communauté. Il y a toutes sortes de causes. Fait que ça m'a vraiment inspiré à vouloir faire plus au niveau de l'entrepreneuriat social, que je pense qui est super, super important. Fait que de ça est né Credo. Puis Credo, ça veut dire « je crois ». Donc, je me suis dit, c'est quoi les choses dans lesquelles moi je crois? Puis je vais essayer de financer ou d'aider ou d'accélérer des projets dans ces domaines-là spécifiquement. Donc la mission, c'est vraiment, vraiment vaste. Moi, j'aime ça, une mission vaste. Produire un monde meilleur. Donc le but, c'est de produire et d'accélérer des projets de tout type. Ça peut être des applications, ça peut être des événements, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, l'idée, c'est de passer de l'idée à l'impact, de multiplier le pouvoir de l'équipe et de collaborer. Puis on a déjà commencé à s'impliquer dans une vingtaine de projets. Ça, c'est les 5 vecteurs d'implication. L'entrepreneurship, sciences et technologies, qui est comme pour moi une valeur super importante, super transversale à tout. Art et culture, environnement, éducation, santé, bien-être. Évidemment, il y a plein d'autres parties de la société.
où il y a des choses que Steve Jobs appellerait broken ou messed up. Mais ça, c'est certain que moi, je préconise particulièrement. Fait que si vous connaissez des gens qui travaillent sur des projets dans ces secteurs-là, je serais curieux de les rencontrer. Donc ça, c'est l'équipe officielle qui est maintenant derrière Credo puis qui s'occupe de ça. Puis comme je parlais tantôt, l'équipe, pour moi, c'est tout. Les gens, c'est tout. Puis c'est vraiment quand j'ai rencontré tous ces gens-là que j'avais envie de triper avec eux puis de lancer quelque chose. Puis c'est évidemment eux qui gèrent ça à temps plein. Tu as Marie-Ève au centre qui travaillait pendant 15 ans chez l'équipe Spectra, chez C2 Montréal. Tu as Christian qui était impliqué beaucoup au niveau du public, de la politique, du gouvernement. Puis tu as Stéphanie qui était vraiment impliquée beaucoup au niveau de sciences, d'Expo Sciences, qui a participé au programme Next 36, puis qui était jeune, puis qui voulait apprendre. Puis c'est elle, dans le fond, j'ai donné le projet de la tournée des entrepreneurs. Elle a fait un gros succès avec ça. Puis là, on s'est dit, OK, il faut trouver un job pour cette personne-là. Elle voulait aller s'en aller en Allemagne. J'ai dit, non, tu restes à Montréal, puis on va triper ensemble, on va faire des choses. Fait que c'est vraiment comme ça que cette compagnie-là ou ce projet-là est né. Troisième projet, il m'en reste un autre après. C'est un fonds de capital de risque qui s'appelle Interaction Ventures. Les gens ils aiment ça, ce projet-là, parce que c'est un fonds d'investissement. Puis, dans le fond, Interaction Ventures écrit des chèques de 50 000 seulement, donc pas plus, pas moins, à des entrepreneurs en commerce électronique. Donc, je me suis ligué avec quatre collègues, en fait, il y en manque un dans la photo ici, d'autres entrepreneurs. Donc, on reconnaît Raph Paquin, qui était l'ancien chef des technologies chez Frank & Oak, Bruno Morancy, donc des entrepreneurs web qui sont super impliqués dans la communauté. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on va se mettre ensemble, on va investir un peu de capital ange dans la relève, dans les prochains entrepreneurs qu'on pense qui ont vraiment beaucoup de potentiel. On a fait quelques investissements à date, on va en faire d'autres. C'est très, 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 très sélectif. Finalement, ce n'est pas une grosse partie de notre vie ou de notre temps. Ceci dit, on veut pouvoir aider puis encourager les entrepreneurs à accélérer, surtout quand ils ont des idées au début. Autre projet qui me fait vraiment triper ces temps-ci, je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent justement à la gare. Donc, la gare, c'est un espace collaboratif. C'est un lieu de travail, de rencontre et d'apprentissage. Donc, moi, quand j'étais à New York pendant un petit bout de temps, j'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle General Assembly. Puis il y a beaucoup d'autres endroits aussi de coworking qui s'appellent WeWork. Puis il y en a plusieurs autres aussi. Puis je me dis, c'est tellement trippant de pouvoir apprendre des nouvelles choses tous les jours, de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours. Puis je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment une place comme ça à Montréal? Après ça, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment une place comme ça dans le Maryland? Donc, c'est un peu la genèse de ce projet-là. On vient de rénover un commerce qui est pignon sur rue d'environ 10 000 pieds carrés. Ça vient d'ouvrir ce mois-ci. Donc, si vous cherchez l'espace pour travailler, mais aussi apprendre et connecter avec d'autres gens, donc si vous avez votre projet, puis vous êtes encore un ou deux, ou peut-être trois, vous pouvez venir dans cet espace-là. C'est un espace ouvert. Puis tous les jours, il y a des formations sur différentes choses. Donc, il y a des conversations avec des entrepreneurs, il y a des conférences avec des investisseurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cet espace-là. On est en train de commencer à le lancer. Donc, ça, c'est l'espace. À date, on a fait une couple d'événements de pré-lancement. On a fait un Creative Mornings avec 300-400 personnes pour encore là rallier la communauté. Puis on avait un événement au niveau des filles primaires et secondaires pour apprendre à coder. Donc ça, je trouve ça super cool comme événement. Puis de les voir travailler sur des applications, ça m'a vraiment fait triper. Puis, parce qu'il faut qu'on les trouve quelque part nos 100 000 ingénieurs de plus qu'on va devoir avoir dans quelques années. Il y a Finer Institute, puis il y a toutes sortes d'autres activités qui ont lieu dans l'espace aussi. Donc, c'est vraiment un projet qui s'en vient en devenir. Si vous connaissez des gens qui veulent travailler là, il reste encore des sièges. Puis la chose que je voulais dire, juste en finissant, outre le fait que merci de votre temps, merci de vous être déplacés, c'est que tous ces projets-là cherchent des gens. Cherchent des gens talentueux, cherchent des gens passionnés qui veulent contribuer au projet, à l'écosystème. Donc, si vous voulez travailler chez BuzzBud, on a des postes de développeurs, de designers, on a toutes sortes de postes ouverts présentement. On vient de lancer un projet d'ambassadeur étudiant il y a 2 semaines, qui est vraiment cool, qui vous permet de voyager en autobus gratuit en échange de représenter BuzzBud sur votre campus. Fait qu'il y a plein d'opportunités chez BuzzBud. Il y a des opportunités dans tous les autres projets que j'ai mentionnés aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me connecter avec des projets spécifiques. Moi, je suis vraiment un gars de projet. J'aime ça triper sur un projet particulier. Donc, des cafés, je trouve ça le fun. Mais des cafés pour un projet particulier qui va quelque part avec une équipe, ça, je trouve ça malade. Fait que n'hésitez pas, mon courriel est là, site web, sinon sur Twitter. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, puis on se voit dehors. Oui, absolument. Donc, on va on va prendre des questions. Ça va être la période de questions. Il y a 2 micros qui vont se promener, un ici et un autre devant. Donc, ça va être un entrepreneur du Santec qui va faire
le micro de ce côté-ci, puis je vais pouvoir vous guider un petit peu. Donc, il y avait une question un peu plus haut. Est-ce qu'il y avait une question de ce côté-là? Peut-être juste lever la main, juste ici, monsieur. Sur n'importe quoi, hein? Je suis un livre ouvert. Donc, Pascal, juste ici, si tu regardes tout droit, monsieur, voilà. Ouais. J'ai une question par rapport à BuzzBud. Ouais. Est-ce que quand tu as voyagé, tu as utilisé de Buzz Schedule? Et Pardon, c'est possible de rapprocher ouais. le micro? Merci. Est-ce que tu as utilisé, quand tu as voyagé, tu avais utilisé, est-ce que ça existait à cette époque, de BuzzSchedule.com? BuzzSchedules.com? Ouais. Et comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, BuzzBud inclut les chicken bus que tu peux prendre, parce que là, j'ai vu beaucoup de compagnies d'autocars principalement. Ouais. Et est-ce que votre périmètre, c'est d'inclure toutes sortes de bus, y compris des autobus urbains, là, de donner les horaires de la STM, par exemple? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est un choix qu'on a à vivre assez fréquemment parce qu'on veut être une source compréhensive de tous les autobus partout au monde. Sauf que chaque nouvelle source d'information, de data, va prendre du temps à intégrer. Donc, nos ingénieurs, on doit les mettre en priorité sur, évidemment, les sources qui sont les plus efficaces, les plus utiles, qui ont le plus de routes. Donc, entre Greyhound puis le Chicken Bus en Amérique centrale, on va probablement prioriser Greyhound. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un volet sécurité. Donc, moi, si je ne connais pas cette compagnie-là, je ne veux pas nécessairement vous envoyer tous sur cette compagnie-là. Parce que, honnêtement, il y a des compagnies d'autobus qui n'ont pas, ils n'ont pas tous les mêmes dossiers de sécurité. Donc, nous, on essaie de vraiment y aller avec les fournisseurs les plus sécuritaires, puis les plus établis. Il y en a qui sont établis depuis des centaines d'années. Fait que dans le fond, on focus surtout sur ceux-là. Puis, mais éventuellement, on va essayer d'élargir autant qu'on peut la base de données. Il y avait une deuxième question juste ici, de ce côté-là. Merci. Oui. Bonjour, Émile Kambele. J'ai vu sur ta carte de territoire où BuzzBud est en opération, la République démocratique du Congo. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, puis je me demande comment tu as fait, connaissant le chaos qui existe au niveau des data, au niveau de l'organisation des transports, au niveau... je suis épaté. Honnêtement, j'aimerais savoir comment tu as pu développer ce marché en particulier. Félicitations pour ta vision. Tu n'as pas clairement besoin de lunettes comme moi pour avoir vu ça sur la map. En fait, c'est plus une exception que d'autres choses. C'est un opérateur local qui est venu vers nous puis il dit, tu sais quoi, c'est vraiment cool, BuzzBud. Est-ce que vous pourriez nous inclure dans votre répertoire? Puis ils nous ont vraiment présenté toute leur information de manière très, très facile à intégrer. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, pourquoi on ne le mettrait pas? Il y a peut-être des gens qui veulent voyager là, puis effectivement, on vend pas mal de billets là. Pas nécessairement à tous les jours, mais quand même pas mal souvent. C'est un défi, par exemple, au niveau du service à la clientèle. Parce que quand ils disent qu'ils sont quelque part, on n'a aucun repère là, où ça pourrait être. Donc, on essaie d'aider les voyageurs comme on peut. Mais ça, c'est dit, on priorise, je te dirais, les pays et les régions qui sont un peu plus établies. Parce que, par exemple, on voulait vraiment aller, mettons, vers l'Asie, vers la Chine, mais encore là, c'est assez désorganisé. Pas partout, mais surtout au niveau rural, même chose en Amérique centrale. On essaie de faire en sorte que nos voyageurs ont une bonne expérience. Quand ils achètent un billet, nous, on fait un peu partie de l'expérience. Donc, si on te vend un billet, mais que l'autobus n'y arrive jamais, ou que l'autobus arrive 6 heures en retard, ça se peut que tu aies une mauvaise idée de BuzzBud. Fait qu'on essaie de prioriser un peu les places où le système est un peu plus établi. Là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Madame. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. C'était bien intéressant. Ma question, c'est par rapport à la première leçon que vous avez dit, que dans le fond, c'était possible de devenir entrepreneur. Est-ce que vous direz la même chose du leadership? Ben, je n'y ai pas pensé, fait que je sais pas. C'est une bonne question. D'abord, est-ce que vous considérez en fait, je te dirais moins. Que ça prend du leadership? Je te dirais moins. Moins possible, mais toujours possible quand même. Parce que je pense que, comme ce que je dirais, c'est, mettons que tu veux jouer au basket, puis tu n'es pas grand, ça va être vraiment plus tough. Puis mettons que tu veux être un leader, puis tu n'as pas vraiment de sens de communication, puis tu n'as pas nécessairement de charisme, ou les autres n'embarquent pas dans ton affaire. Puis des fois, c'est un petit peu plus inné. C'est plus au niveau de la personnalité. Ceci dit, c'est possible de sortir de ça, puis vraiment de travailler sur sa communication, de travailler sur, à la limite, son charisme, pour vraiment communiquer avec les autres personnes autour de toi. Donc, je pense que c'est possible de l'apprendre, mais c'est peut-être plus tough que devenir entrepreneur. Parce que je pense que tu as plein d'entrepreneurs, mettons, comme plus réservés, qui vont quand même faire un super bon job, puis qui ne vont pas nécessairement être vus comme des immenses leaders. Mais en même temps, j'imagine que ça dépend de c'est quoi ta définition de leadership. Il y a de plus en plus, en fait, il y a un super bon livre qui s'appelle Quiet Leadership,
que j'ai lu, qui est vraiment bien, qui est parfait pour les gens introvertis. Comme moi, je me définis comme quelqu'un de plus introverti. Puis j'ai appris avec le temps à comme m'ouvrir puis à vraiment essayer d'aller vers les autres, d'aller vers la communauté. Parce que quand tu es un entrepreneur, grosso modo, je dis tout le temps, tu es comme tout nu devant la vie, là, mais tu n'as pas vraiment de ressources. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Il faut vraiment que tu ailles chercher tous les contacts que tu as besoin pour rendre ton projet viable. Donc, tu n'as pas vraiment le choix d'aller vers l'externe. Donc, c'est un peu à ce moment-là que j'ai appris, dans le fond, à me démener un peu plus. Là. On va peut-être y aller avec une dernière question ici. Oui, salut. Bonsoir. Je te remercie beaucoup pour ta conférence, ton énergie. Là, c'est vraiment vivifiant. Je me limite, là. Non, te limite pas. Je veux savoir qu'est-ce que tu avais retiré de ton expérience aux États-Unis, parce que tu as une mentalité très Silicon Valley. Et puis, quels sont tu as des projets en cours actuellement? C'est quoi tes futurs défis que tu te lances? Wow. On va se parler tantôt dehors, je pense. Ça va être long. États-Unis, je pense que c'est important d'y aller. Je pense que c'est important de vivre... comment je dirais ça? On peut aller aux États-Unis où on peut vivre cette culture-là, mais elle doit être vécue. Puis c'est possible de la vivre de plus en plus dans certaines startups à Montréal, à Toronto. Donc, ce n'est pas nécessairement besoin de changer de pays, mais d'être exposé à cette culture-là où les choses vont vite, où la culture est méritocratique. Ça, c'est clé. Donc, ce n'est pas la promotion, c'est pas nécessairement sur la base du nombre d'années, mais c'est la base du talent. Ça, c'est clé d'être exposé à ça. Puis peut-être aussi de travailler sur des produits à échelle. Donc, par exemple, quand moi j'étais chez Yahoo, je travaillais sur un produit qui avait 100 millions de monthly uniques. Il y a très peu de produits comme ça qui existent au Québec. Il y en a, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que l'idée, c'est que quand tu bâtis quelque chose à l'échelle, tu vois c'est quoi maintenir un produit à échelle. Donc, tu sais, c'est cool d'avoir un produit qui a comme 100 ou 1000 membres, mais vraiment, là, comme 100 millions, c'est quelque chose. Là. Genre, tu fais un changement de couleur de quelque chose, puis tu reçois 100 emails. Puis il est genre 2 heures du matin, puis tu l'as juste lancé en Nouvelle-Zélande. Là. Fait que d'adapter tout ton thinking, moi, j'étais plus au niveau de la création et de développement de produits, d'adapter tout ton thinking à qu'est-ce qui arrive quand ça arrive à 1 million, 100 millions et plus. C'est pas nécessairement quelque chose qu'ici, on va naturellement être porté vers ça. On va dire, tu sais, on va commencer petit, on va voir s'il y a du succès, on va doubler les ressources, etc. Donc, je pense que c'est important de t'exposer à ça. Je pense pas que c'est obligé d'aller aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est facile. Tu déménages à Boston, dans les grandes universités, tu déménages à Silicon Valley, tu vas être presque naturellement exposé à ça par défaut. Tandis qu'ici, il va falloir que tu fasses un petit peu d'effort pour le chercher, pour le trouver. Pour le défi, je ne sais pas où commencer. Là. On avait fini ou? Bien, peut-être, je voyais qu'il y avait une main qui s'était levée. On va peut-être conclure avec celle-là. Oui, c'est toi, Alex. Cool. Puis ensuite, bien, on va pouvoir aller vers la partie cocktail réseautage. Alex? Salut. Vous avez dit que vous êtes allé chercher 2 rondes de financement, ouais. Un premier 1 million puis 10 millions après. Ça avait l'air de quoi le big picture de l'entreprise avant d'arriver au point où vous vous êtes dit on va aller chercher un premier million pour accélérer? Ou... Ça avait l'air quoi le big picture? T'es employé, mettons. Oui, quand on a levé le premier million, on était comme peut-être 4, 5. Puis vraiment, ce qu'on avait au début, c'est on avait une idée qu'on voulait à l'international, mais on avait un fournisseur local, qui est Orléans Express. On vendait la route Montréal-Québec pour les étudiants. Puis c'est une route qui vendait vraiment bien. Fait qu'on avait au moins prouvé opérationnellement que c'était pas juste une idée, mais que ça marchait. On vendait des billets, ça marchait, on recevait les paiements, on faisait le service à la clientèle aux besoins, tout ça marchait, fonctionnait. Donc on avait un modèle qu'on pouvait répliquer ailleurs. Puis après ça, on avait une vingtaine d'ententes en pourparlers environ. Donc, quand on a levé l'argent, on avait ça en banque. Puis, le but, c'était d'avoir des centaines, voire des milliers d'ententes commerciales. Puis, c'est ça qu'on a réussi à faire en faisant voyager notre petite équipe là, que j'appelle les Nations Unies, là, qui parle comme des dizaines de langues. On les faisait voyager partout. Donc, cette semaine, ils peuvent être, mettons, au Japon, au Mexique. Ils vont voyager, ils vont faire les ententes commerciales. Puis, quand on avait vraiment une empreinte dans plusieurs pays, plusieurs régions, là, on allait voir d'autres investisseurs pour passer à la prochaine étape. Puis là, le défi, c'est vraiment de le lancer, puis c'est d'exécuter dans tous ces pays-là, honnêtement, qui est assez complexe. Comme l'international, c'est un gros défi pour n'importe qui, grande entreprise, petite entreprise, mais surtout quand tu es un start-up, tu n'as pas beaucoup de ressources. Donc, c'est assez risqué, ce qu'on fait. On a pris ce pari-là d'international. À date, on ne le regrette pas, mais c'est sûr que ça force un peu de focus sur beaucoup de choses. Là. Merci beaucoup pour vos questions. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Donc, voilà, merci.